La grammaire, un sujet devenu tabou. Jean-Michel Blanquer était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Le ministre de l'Éducation nationale veut supprimer le prédicat et revenir à une grammaire, je cite, intelligible pour tous. Même s'il se défend de vouloir tout bousculer, le ministre change de cap et s'implique dans les programmes scolaires. Clément Perrault. Sur notre antenne ce matin, Jean-Michel Blanquer donne sa vision des programmes scolaires. Une matière retient particulièrement son attention, la grammaire. Oui, c'est important de revenir à une grammaire intelligible par tous et à une grammaire qui structure la pensée, c'est-à-dire la structuration de la pensée des enfants. Cela passe par ce qu'on appelle la grammaire de phrase, sujet, verbe, complément. On va revenir à des mots simples, normaux, si je puis dire. Principal changement, la fin du concept de prédicat, censé remplacer le complément d'objet direct. Sur les mathématiques, il prône un enseignement des 4 grandes opérations dès le CP-CE1. Enfin, en histoire et littérature, il souhaite le retour à un enseignement plus chronologique. Sur la méthode, le ministre semble avancer vite, mais par petites touches, il se défend de bousculer les enseignants. Je ne vais pas faire de zigzag dans les programmes, parce que je suis parfaitement conscient que les professeurs, les familles, les élèves sont saturés par ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des changements continuels. Donc je tiens compte de cela. En même temps, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc j'essaye de les faire évoluer. Cette méthode Blanquer ne convainc pas les syndicats enseignants qui dénoncent un manque de concertation sur la forme et un certain passéisme sur le fond. On ne peut pas faire l'école de demain avec les méthodologies d'hier. Ils distillent ici ou là des phrases d'une école passée qu'ils regrettent sans doute, d'un âge doré qu'on n'a pas connu d'ailleurs. Les Français semblent davantage adhérer. Les premières mesures pour l'école de Jean-Michel Blanquer sont plébiscitées dans les enquêtes d'opinion. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Stéphanie Devancé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale au syndicat SE-UNSA sur les questions du premier degré et du socle commun. On va en parler dans un instant. J'accueille également Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. Samuel Sive est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes porte-parole de la PEP, c'est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Bonjour. Et j'accueille enfin Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du SNALC, c'est le syndicat national des lycées et des collèges. Vous êtes par ailleurs professeur de français. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Aurore Berger. On voit Jean-Michel Blanquer qui se défend de tout vouloir bousculer, de faire table rase du passé. Et pourtant, il y a véritablement un changement de cap. On sait que le ministre va sérieusement mettre son nez dans les programmes scolaires. Je pense que la méthode de Jean-Michel Blanquer, c'est une méthode qui est pragmatique. Ce qui fonctionne, on le garde. Ce qui fonctionne moins bien, on le change, on l'adapte et on évalue. C'est par exemple ce qui s'est passé sur la réforme des rythmes scolaires. Il y a vraisemblablement des communes où ça a pu bien se passer, où ça a pu créer un bénéfice pour les enfants, et d'autres où ça n'a pas été le cas parce que les activités qui étaient proposées n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et donc, on a laissé une liberté aux communes. 35% d'entre elles ont souhaité sortir de ce dispositif. Et ce sera évalué. Certaines pourront continuer à sortir si elles le souhaitent, et d'autres rester. Et c'est ça, à mon avis, qui change beaucoup. C'est ça, la méthode Blanquer, la concertation, le pragmatisme. On a souvent une vision extrêmement dogmatique de la manière avec laquelle on devait être ministre de l'Éducation nationale. Et je pense que du pragmatisme et de la concertation, ça fait plutôt du bien. Et en tout cas, ça fonctionne. Ouais, Jean-Rémy Girard, pardon. C'est vrai que les professeurs, nous dit le ministre, attendez, cette approche pragmatique qui, soi-disant, respecte le corps enseignant. Vous pensez que c'est une bonne méthode? C'est comme ça que vous le prenez? Pour l'instant, on n'est pas trop mal parti, en tous les cas. C'est-à-dire que ça correspond, les premières mesures qu'il a faites passer, la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours en primaire ou des aménagements à la réforme du collège, ça correspondait à une volonté majoritaire des enseignants, tant du premier que du second degré. Donc ça, c'est très bien. Là, on va parler lycée dans pas longtemps. On espère que ça va... Le côté pragmatique va continuer, qu'on va faire vraiment un bilan de ce qui ne fonctionne pas et qu'on va pouvoir faire évoluer le lycée, le bac. Donc, pour le moment, nous, on est plutôt satisfait des premières mesures. On est très vigilant, bien entendu, parce que l'école, c'est un sujet assez explosif. Et ça peut très vite, on a vu des ministres très très vite sauter pour des raisons diverses et variées. Et de ce point de vue-là, pour le moment, voilà, on y va pas à pas,
tranquillement, mais je dirais quand même assez fermement hein, sur un certain nombre de points dont on va sans aucun doute parler. Il y a des changements que nous, on appelle de nos voeux, oui, très clairement. Stéphanie Devancé, c'est vrai qu'il y a quand même les modifications incessantes des programmes qui sont souvent une des causes hein, de l'abaissement du niveau scolaire en France. Qu'attendez-vous du nouveau ministre, justement? Plus de sérénité ou au contraire, comme ça a été un peu annoncé, de gros changements, notamment en ce qui concerne les programmes scolaires? Alors nous, on est déjà beaucoup moins satisfaits. Je voudrais dire que tous les syndicats d'enseignants ne sont pas satisfaits de ces retours en arrière sur des choses qui nous semblaient aller dans le bon sens. Alors quel retour en arrière? Qu'est-ce que vous avez? Alors quel retour en arrière? Par exemple, le retour à la semaine de 4 jours. Il est évident que... c'est pas pour toutes les communes. Hein, oui, enfin, il est évident que 5 matinées de classe, c'est mieux que 4, notamment pour les élèves les plus fragiles. Et que laisser cette possibilité qui ne se fait pas forcément avec pour premier souci l'intérêt des élèves, et notamment des élèves les plus fragiles, ça nous pose vraiment problème. Concernant les programmes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, que les programmes contribuaient à la baisse du niveau scolaire. Alors déjà, cette fameuse baisse du niveau scolaire, il faudrait la relativiser. Il y a des changements incessants de programmes, voilà, c'est souvent une des causes. Hein, il y a des choses où on peut effectivement observer avec des mesures précises que le niveau baisse, notamment en orthographe, ça s'est avéré. Mais il y a aussi plein de nouvelles choses, plein de nouvelles compétences qui sont travaillées à l'école, que nous ne travaillions pas, nous, quand nous étions élèves, et qui progressent. Donc, il ne faut pas dire juste le niveau baisse parce que ce n'est pas comme ce qu'on a connu nous à l'école. Et le programme, il faut aussi relativiser son importance, c'est-à-dire qu'un enseignant, après un changement de programme, il met des années à changer ses pratiques et à changer son fusil d'épaule et à se laisser convaincre que les changements sont importants et qu'il faut les mettre en œuvre en profondeur dans sa classe. Donc changer en permanence, ça revient à ne rien changer et à rester justement sur une école statique. Ouais. Samuel Sivi, que disent les fédérations de parents d'élèves sur les premiers pas depuis la rentrée le 4 septembre du nouveau ministre de l'Éducation nationale? Alors pour les parents, déjà, il y a beaucoup de changements qui sont arrivés très vite, très tard dans l'année, et donc même si pour l'ensemble des parents on pense que les changements vont dans le bon sens, le retour des classes bilingues, le retour du latin, le passage à la semaine de 4 jours dans les communes où ça marchait moins bien, on a fait un sondage il y a très peu de temps, les communes qui sont repassées à la semaine de 4 jours, les parents le plébiscitent. Il n'y a pas eu d'évaluation de toutes les mesures qui avaient été prises auparavant, c'est malheureux, donc là pour nous ça va dans le bon sens. Maintenant ce qui se passe c'est que les décisions ont été prises très tard, donc à la rentrée, on n'a pas encore vu toutes les conséquences des nouvelles mesures. Voilà. Donc, mais c'est compliqué à suivre pour les parents. Ça change d'année en année. On change la façon de faire pour tout. On change les programmes. C'est vraiment très compliqué. Jean-Rémy Girard, ça a été rappelé dans le reportage, il y a aussi cet aspect d'opposition entre méthodes du passé, nouvelles méthodes. Quel regard portez-vous sur cette polémique? Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir aux fondamentaux? C'est ce que a l'air de vouloir faire Jean-Michel Blanquer. Il faut assurer les fondamentaux et je ne pense pas que ce soit quelque chose du passé, du présent ou du futur. Hein. C'est quelque chose de toujours d'assurer les fondamentaux. Et on sait effectivement bien, on a des études du ministère lui-même qui montrent que le niveau des élèves en fin de primaire baisse, pas qu'en orthographe, mais effectivement en écriture, en mathématiques. Donc on est quand même dans une situation très très préoccupante. Et de ce point de vue-là, il faut mettre le paquet sur ce qui permet aux élèves de réussir partout ailleurs, en fait. À un moment, si vous avez des difficultés de lecture, si vous avez des difficultés à calculer, vous allez avoir du mal à faire de l'histoire, à faire des sciences, à faire même des arts, à faire toutes ces choses-là, parce que vous allez être bloqué. Donc, bien entendu, qu'il faut centrer la réussite des élèves au primaire, au collège, notamment, sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça et qu'on fait 100% de français et de mathématiques toute la semaine, mais ça veut évidemment dire qu'il va falloir trouver les méthodes pédagogiques les plus efficaces, les temps nécessaires à les mettre en œuvre et les formations des enseignants qui vont avec pour que ça puisse avoir lieu. Ouais. Aurore Berger, est-ce qu'il faut par exemple revenir à une maîtrise des 4 opérations du CP au CE1? Ça, c'est ce qu'a annoncé également le ministre de l'Éducation nationale. Oui, il a annoncé un certain nombre de pistes de réflexion sur en effet des ajustements sur les programmes. La priorité en tout cas qui a été clairement énoncée par le président de la République, c'est l'école primaire. Parce que ces acquis fondamentaux de lecture, d'écriture, d'apprentissage, de respect aussi des autres, c'est une notion qui nous semble importante et qui est introduite de manière régulière par le ministre, eh bien, ça se fait à l'école primaire. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a
permis dans les zones qui sont les plus fragiles, les plus en demande, c'est-à-dire REP+. Est-ce que vous d'avoir entendez des élèves- l'argument de Stéphanie Devancé, c'est pas parce qu'on apprend plus aujourd'hui, comme nous on a pu apprendre enfant, que c'est mieux, que le niveau s'améliore? Mais qu'il y ait des nouvelles compétences qui soient acquises, oui, notamment par exemple sur la question du numérique, et je pense que ce sont des choses qui sont évidemment profitables. Sauf qu'il ne faut pas que ça abaisse les fondamentaux. Il ne faut pas que ça abaisse la capacité d'apprentissage, la capacité de lecture, la capacité d'écriture, la capacité en mathématiques. Et clairement, ça a baissé. Ça a baissé de manière assez continue. Donc oui, il y a peut-être des compétences supplémentaires qui ont été acquises, mais si les fondamentaux ne sont pas là, à la fin, malheureusement, des élèves, voire des jeunes adultes qui sont en situation après de difficultés, d'illettrisme, mais ils auront des difficultés tout au long de leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et donc, ça me paraît assez nécessaire que ces fondamentaux soient maîtrisés. Ouais. Stéphanie Devancé, si on prend cet exemple de la maîtrise des 4 opérations du CP au CE1, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les enfants sont prêts à ça? Très très bon exemple. D'abord, le ministre a parlé de la maîtrise des 4 opérations. Alors ça peut vouloir addition, soustraction, multiplication et division. Ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire maîtriser et comprendre leur sens, à quoi elles servent, à quels problèmes elles répondent. Si c'est ça qu'il a dit, c'est parfait, c'est déjà dans les programmes de cycle 2 et on demande même de l'aborder dès la maternelle. Et là, je suis totalement d'accord que des enfants, même très jeunes, peuvent se confronter à des situations de partage, de multiplication, de soustraction et d'addition, évidemment, mais en contexte, en manipulation, ça, tous les psychologues le recommandent. Et à ce niveau-là, on est complètement d'accord. Donc, si c'est ça qu'il a voulu dire, il a fait une annonce sur quelque chose qui est déjà inscrit dans les programmes. Si ce qu'il veut dire, c'est maîtriser la technique opératoire de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division en CP et en CE1, alors c'est bizarre de dire en CP et en CE1, parce que normalement on le maîtrise à un moment donné, donc on va dire en CE1, parce que c'est quand même la fin du cycle 2, ça veut dire qu'il pense que faire des divisions avec potence à des élèves de CP, c'est pertinent. Je ne vois pas qui peut trouver ça pertinent, sauf si on veut fabriquer pour le coup des élèves en difficulté en maths, des élèves qui vont se sentir en difficulté en maths à 6 ans parce qu'ils ne savent pas faire quelque chose qui aujourd'hui commence à être abordé en CM1 et consolidé en CM2 et exigible en 6e. Là, il faut être un petit peu cohérent. Donc dans un cas, il annonce quelque chose qui existe déjà. Dans l'autre cas, il annonce quelque chose qui est complètement aberrant. Et le flou est entretenu et pas très facile à gérer pour nous enseignants. Samuel Sivy, que pensent les parents des élèves de cette mesure? Est-ce que vous pensez qu'un enfant de 6 ans, 7 ans doit pouvoir faire des divisions à potence? Ça a été rappelé, à virgule, je vais rajouter à la difficulté. Non, mais je veux dire, c'est qu'en tant que parent, on nous parle d'école de la confiance. Et on doit avoir confiance envers les enseignants et envers l'institution. Il ne nous appartient pas de dire, on doit, enfin en tout cas pas aux parents, de savoir à quel âge on doit savoir faire une multiplication, une division. Déjà, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui peuvent aller plus vite que d'autres. En revanche, le fait de mettre comme ça un débat assez, ça crispe quand même les gens et ça donne pas mal de stress aux familles. Donc je pense qu'il faut souffler un peu, que chacun réfléchisse ensemble. Il y a un conseil supérieur des programmes, donc à savoir si c'est à ce conseil supérieur des programmes de revoir cela. Mais c'est très difficile, c'est compliqué pour les parents à gérer puisque ça ajoute vraiment, on a l'impression qu'on va mettre la pression aux enfants. Il faut savoir à tel âge ou à tel âge, alors que je suis convaincu que ça dépend des enfants. En revanche, être fort sur les fondamentaux, c'est absolument nécessaire. On a besoin d'enfants qui savent bien lire, bien compter, bien écrire. Ouais. Peut-être Jean-Rémy Girard, mais est-ce que pendant les quinquennats précédents, on a été trop négligent sur ces fondamentaux, selon vous? On a fait beaucoup de choses assez néfastes, en fait. Et là, je ne parle pas de gauche, de droite, de climat politique là-dessus. On a eu des problèmes des deux côtés. On a fait beaucoup de choses très problématiques. On a eu toute une tendance, en français notamment, à faire évoluer l'enseignement de la grammaire vers quelque chose qui devait forcément être toujours relié à des textes qu'on était censé étudier. Donc on n'étudiait plus vraiment la grammaire pour elle-même en tant que quelque chose de logique et de progressif. Et ça a complètement déstructuré l'enseignement de la grammaire. On a utilisé des terminologies qui viennent de la grammaire universitaire. On a le fameux prédicat, mais c'est pas le premier. Ouais, on va y venir parce que on avait eu les progressions à thème constant, linéaires et éclatées, enfin des trucs aberrants. Voilà. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a déstructuré non seulement l'enseignement de la langue chez les enfants, mais j'allais presque dire les enseignants se posent énormément de questions, ils ne savent plus à quel sein grammatical se vouer. Et comment on doit enseigner la grammaire, qu'est-ce que la grammaire, comment ça marche, la grammaire scolaire, qui n'est pas la même chose que la grammaire universitaire, comment on l'enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne, quels sont les objets même qu'on enseigne. On a des difficultés
profonde là-dessus. Alors peut-être Aurore Berger, ensuite je vous donne la parole Stéphanie Devancé, justement sur ce sentiment, est-ce que les fondamentaux ont été abandonnés lors des quinquennats précédents ? Je ne sais pas s'ils ont été abandonnés. Moi, j'ai l'impression qu'on a énormément complexifié les choses dans la manière avec laquelle on voulait l'enseigner. Notamment, l'exemple de la grammaire est assez frappant par rapport à l'introduction sans cesse de nouvelles notions qui, à mon avis, n'ont pas permis aux enfants de mieux maîtriser la langue et comment la langue française est construite. Parce que c'est aussi ça, quand même, la grammaire. La grammaire n'est pas faite pour embêter les enfants, mais, à mon avis, juste pour leur permettre de comprendre. Mais c'était devenu un sujet tabou, c'est ce que nous a dit Jean-Michel Blanquer sur notre plateau ce matin. La grammaire, sujet tabou. Ah ben il y a beaucoup de choses qui deviennent tabous. La question de la notation est devenue tabou, la question de la grammaire est devenue tabou. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre ne doivent l'être et ne devraient le rester en tout cas. Et encore une fois, c'est des enjeux de maîtrise des fondamentaux. Si les enfants n'arrivent pas à comprendre le ressort de la langue française, la manière avec laquelle elle est écrite, elle est parlée, comment pourront-ils la maîtriser ? Stéphanie Devancé, sur tous ces points. Alors, en tant que professeur des écoles, ayant enseigné un certain nombre d'années en zone d'éducation prioritaire, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut assurer les fondamentaux. Et assurer les fondamentaux, ça ne veut pas dire faire des séries de leçons qui s'empilent avec des choses à apprendre qui n'ont pas de sens. Si on veut que les élèves, tous les élèves s'intéressent à ce qu'ils font, il faut que ça prenne du sens. Qu'est-ce qui est fondamental pour un élève de primaire ? C'est de savoir s'exprimer à l'oral, à l'écrit, et d'être capable de comprendre l'expression des autres par l'écoute ou par la lecture. Si la grammaire est au service de ça, il n'y a aucun problème. Et je suis complètement d'accord pour tout ce qui est leçon grammaticale, qui va permettre à un moment donné à l'élève de comprendre ce qui est écrit, de comprendre ce qui est dit, de mieux s'exprimer, de mieux écrire. Si on enchaîne des leçons de grammaire qui n'ont pas de sens, parfois même pas pour l'enseignant qui les enseigne, je parle des professeurs des écoles, pour les professeurs de langue dans le second degré, c'est autre chose et on est déjà à un autre niveau. Parfois on embrouille les enfants avec des concepts dont ils ne comprennent pas à quoi ça leur sert dans leur travail scolaire et encore moins à quoi ça leur sert dans la vraie vie. Donc moi je trouve que donc la fin du prédicat, c'est une bonne chose, par exemple, la suppression de ces termes. Non, pour moi, le prédicat n'est pas du tout une mauvaise idée. Quand je l'ai vu dans les programmes, je l'ai découvert. Je ne connaissais pas cette notion, je n'ai pas fait d'études de langue poussée. J'ai regardé et j'ai vu qu'en fait, ça permettait de faire une étape supplémentaire qui simplifiait les choses avant que l'élève accède à plus de détails. Ça simplifie ou ça complexifie? Les avis sont partagés. Ça ne complexifie pas. Oui. Là, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit le ministre. D'autant que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut aborder le prédicat dans les programmes qu'on interdit à l'enseignant d'aller plus loin. Évidemment, quand on a une classe qui roule, quand on a 2-3 élèves qui sont curieux et qui posent une question, bien entendu qu'on peut aller largement au-delà de ce qui est marqué dans les programmes. Et c'est pas parce que le COD apparaît en 5e qu'on a l'interdiction de prononcer son nom en primaire. Bien entendu que non. Mais faire une étape intermédiaire qui permet de regrouper toutes ces choses un peu compliquées qu'on étudiera en détail plus tard et pour que les élèves de primaire... Moi, mon souci en ZEP, c'était que les élèves sortent de CM2 en ne confondant pas le nom, le verbe, en repérant le sujet, en repérant l'action, les compléments essentiels. Et déjà, je me disais, s'ils partent en 6e avec ça, déjà c'est bien. Et c'était difficile pour certains. Donc, assurer les fondamentaux, je suis d'accord, mais assurer les fondamentaux pour tous. Samuel Sivi. À nous, pour ce qui est du prédicat, au niveau des parents, on n'a pas trop compris ce que c'était. On ne l'avait pas vu, nous, à notre époque. On n'avait pas tous fait des études de langues anciennes, donc on ne connaissait pas tous le principe le nom, le mot prédicat. Et au bout d'1 an, je sais pas, c'est très très récent, on l'enlève. Pour nous, en fait, ça ne va pas être une perte importante. Je veux dire, c'est que tous ces changements, toutes ces nouvelles notions qu'on enlève, on n'avait plus le droit de parler de redoublement, on parlait de maintien, donc c'était pas. Alors maintenant, on reparle de redoublement. Je trouve qu'il faudrait rester cohérent. On dit qu'il n'y a pas assez de temps pour faire tous les programmes, donc peut-être qu'il ne faut pas ajouter toujours des nouvelles matières. Il est important de ne pas étudier comme il y a 40 ans. C'est clair que les enfants peuvent étudier pareil. Il y a plus de choses à voir, mais il est quand même important qu'on arrive, justement, comme vous le disiez, lire. Et écrire et compter, c'est très important. Oui. Alors Jean-Marie Girard, vous souhaitiez peut-être intervenir sur... C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur cette question du prédicat. Alors pas seulement sur la question du prédicat, mais là-dessus, effectivement, on a des programmes récents, là, les programmes actuels qui ont été faits, qui sur le plan grammatical, effectivement, posent de gros soucis. Alors effectivement, c'est pas interdit d'aborder le COD avant la 5e, par exemple, c'est pas marqué qu'on doit le faire. À un moment, des programmes nationaux, ils sont quand même là pour savoir ce qui se passe dans les classes
partout en France. Si on a des classes où on aborde le COD, d'autres classes où on n'aborde pas le COD, vous comprenez qu'ensuite, à l'arrivée, ça va poser des problèmes. Deuxièmement, si on peut aborder, enfin, si le COD est dans les programmes de 5e, je suis assez bien placé pour le savoir, c'est parce que mon syndicat a fait un amendement pour le rajouter, parce qu'il n'y était pas. Voilà, le complément d'objet indirect, lui, il est nulle part, donc ça n'existe plus. Voilà, dans les programmes. Alors, les enseignants, eux, ils ont une habitude, ils ont une formation, etc. Ils savent à un moment qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire, le programme, c'est quand même un élément important. C'est à partir de lui qu'on forme les nouveaux enseignants aussi. Donc, on risque effectivement d'avoir des déperditions. Ce prédicat, il ne sert vraiment pas à grand-chose. Il est censé exprimer la fonction du groupe verbal. Alors déjà, il faut savoir ce qu'est le groupe verbal. C'est un objet qui n'a pas vraiment d'utilité dans la compréhension de la phrase, de comprendre effectivement les choses, qui est universitaire, qui a d'ailleurs 2 définitions à l'université, et le programme mélange les deux, donc ça devient très très compliqué de savoir ce que c'est exactement, ce prédicat. On s'en passe très bien. Honnêtement, on a le verbe, on voit si le verbe il est transitif ou pas, et donc s'il a des objets ou pas d'objets, et à partir de là, on y arrive assez bien. On n'a pas besoin de passer par une étape du prédicat qui risque au contraire de vraiment tout embrouiller. Aurore Berger. Oui, juste, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. J'étais interpellée par une phrase qui était à quoi ça sert ? Vous rameniez parfois la question à l'utilité. Mais peut-être qu'il y a des choses, en effet, qui n'ont pas d'utilité immédiate. Mais dans ces cas-là, on peut se poser la question pour beaucoup de nos enseignements, des textes qu'on apprend, où en effet, on n'a pas une utilité immédiate dans nos vies quotidiennes, puisque c'est à ça que vous faisiez référence. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'enseigner ces textes-là qui pourtant font aussi ce qu'est notre histoire, notre culture, de la même manière sur la grammaire? Est-ce que ça a une utilité dans une vie quotidienne? Moi, je pense que oui, parce que ça structure votre pensée, la manière avec laquelle vous allez vous exprimer, et ça vous facilite aussi grandement la vie de comprendre comment vous vous exprimez. Mais la notion d'utilité immédiate, très honnêtement, heureusement qu'elle ne doit pas se poser systématiquement dans la manière avec laquelle je pense qu'on enseigne ou on reçoit un enseignement, parce que c'est justement aussi pour ça qu'il y a qu'on a ces socles qui sont offerts à l'ensemble des enfants. Et pour moi, il ne devrait pas y avoir distinction. Je ne dis pas que ce n'est pas plus ou moins difficile d'enseigner en fonction des établissements. C'est bien la raison pour laquelle on a fait en sorte que dans les zones qui sont les plus en difficulté, on ait moins d'élèves par classe dès cette rentrée en CP. Et c'est le cas pour 8500 classes, et ça va continuer. Mais il ne faut pas se limiter à ça et se dire que c'est bien s'ils sortent en CM2 avec ces enseignements de base. J'espère qu'ils vont tous pouvoir sortir avec un niveau d'enseignement qui sera supérieur et qu'on ne s'alignera pas sur le moins 10 ans. Stéphanie Devancé. Oui, alors le souci, c'est que là, ça réveille l'école d'antan, et l'école d'antan ne s'adressait pas à tous les élèves. Là, notre défi actuellement, c'est de scolariser tous les élèves jusqu'à la fin de la 3e ça veut pas dire ensemble. qu'on abaisse le niveau de l'enseignement. Il ne s'agit pas d'abaisser le niveau de l'enseignement, il s'agit de fournir prioritairement ce qui est utile. Et quand on apprend quelque chose à un enfant, c'est important de lui expliquer à quoi ça sert, même si... Est-ce qu'un poème de Victor Hugo, c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a une utilité immédiate dans votre quotidien? Moi, je pense que ça a une utilité dans votre vie. Il y a l'aspect artistique. Vous n'êtes pas le même élève, vous n'êtes pas le même élève quand vous avez eu l'opportunité d'étudier ces textes-là. Et je vous assure que ce n'est pas simple, mais la saveur des savoirs réservée à une élite qui a accès et pas à l'autre... C'est bien ce que je dis. Je dis que justement, ça doit être accessible à tous et qu'on ne doit pas réserver l'enseignement de vous n'apprenez pas des choses sans sens à un enfant de 7 ans. Il faut que vous lui donniez un sens. Alors, le prédicat à 7 ans, ça n'a pas de sens. Le sens... Ça tombe bien, c'est pas à 7 ans qu'on l'aborde. Le sens, ça peut être c'est beau, ça me fait plaisir, je le partage, je le lis à haute voix, j'entraîne ma mémoire en apprenant ce texte, je découvre un auteur. Le sens n'a pas forcément, quand je dis utile, je veux pas dire utilitaire. Mais il faut qu'il sache à quoi ça sert. On est bientôt au terme de ce débat. Pour conclure, je voudrais donner la parole aux représentants des parents d'élèves sur l'intérêt de l'enfant dans toutes ces réformes annoncées. Alors déjà, je voulais réagir à une chose, c'est qu'il est important, à mon sens, que tout le monde ait accès à un minimum à la culture et à la grammaire et ça, parce que c'est au moment où on n'a plus accès à ça que l'origine sociale devient la plus discriminante. Donc je pense que c'était peut-être, c'est important de le dire. Autrement, l'intérêt de l'enfant, il est au centre. Moi, il y a une chose que je trouve intéressante dans la nouvelle méthode, c'est qu'on nous a promis d'évaluer les politiques.
J'aimerais que pour une fois on tienne parole, puisqu'on n'a pas évalué la réforme des rythmes scolaires. On évalue. J'aimerais que cette fois-ci, les décisions qui sont prises, que ce soit sur les divisions de classes en règle, l'évaluation, ça sera le on arrive à évaluer. Et on aura l'occasion on nous a de présenté vous le réinviter. protocole d'évaluation à nos organisations syndicales déjà. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Dans le